Nous sommes le mardi 12 décembre 2023 et vous écoutez l'émission spéciale SanDisk de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est émission spéciale et on va s'intéresser aux problématiques de sauvegarde à la prise de vue, photo et vidéo avec SanDisk. Choix des cartes mémoire, des disques externes SSD, module lecteur de cartes. On vous y explique tout sur les meilleurs usages et les meilleures solutions proposées par SanDisk avec nos deux invités, Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et le photographe et créateur de contenu Baptiste Jaya. Eh ben c'est parti Benjamin, quatrième émission spéciale, quatrième et dernière émission spéciale de cette 7e saison du podcast. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien, c'est fou, j'étais en train de me dire, on a attendu 3 ans avant de consacrer une thématique à la sauvegarde. Ça paraît complètement dingo. Ça paraît complètement dingo. Donc on a du retard à rattraper. Hein. C'est vrai qu'on aborde aujourd'hui pour la première fois ce sujet inédit et pourtant fondamental pour tous les photographes et les vidéastes, la sauvegarde de leurs précieux fichiers numériques. Et qui de mieux finalement que SanDisk pour nous accompagner dans cette thématique par l'intermédiaire de la voix de notre Sébastien Marignani national, le gérant de la boutique Sélection Photo Vidéo à Paris, située aux 4 rue Laborde dans le 8e arrondissement, près de la gare Saint-Lazare. Sébastien, tu es quasiment à la maison maintenant ici. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que vous avez mis mon nom sur le siège. Ça, c'est très, très sympa. Comme sur les productions de Cinoche. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Sébastien pré-Black Friday et post-Black Friday? Il y a surtout un Sébastien du matin et un Sébastien de l'après-midi. Ah, bon, allez. Benjamin, toi, niveau sauvegarde, t'es un mec qui est plutôt rigoureux ou t'es plutôt de la team « faites ce que je dis, pas ce que je fais » ? Un peu des deux. On va dire que je suis ultra rigoureux. Je lésine pas là-dessus, notamment quand je me déplace. Je fais des sauvegardes tous les soirs, voilà, pour résumer la chose. C'est pas mal, déjà. Tout ce que j'ai dans mon boîtier n'est pas que sur mon boîtier, pour résumer. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours un ordi sur moi. Je mets rien dans le cloud, mais j'ai des disques durs. J'ai toujours 2 disques durs supplémentaires et je fais des archivages quotidiens. Bon. Et jusque-là, ça m'a plutôt réussi. C'est déjà pas mal. Bon, je préfère l'annoncer tout de suite. Sébastien, vous n'êtes pas venu les mains vides avec SanDisk aujourd'hui, puisque nous allons offrir la chance à nos auditeurs de peut-être gagner un SanDisk ProBlade Transport SSD de 1 Teraoctet d'une valeur de 269 €. Alors, on va le voir au cours de l'émission, ce SSD est bien plus qu'un simple disque externe. C'est littéralement le premier maillon du système professionnel SanDisk ProBlade, conçu à la base évidemment pour les vidéastes qui ont besoin de performance, de sécurité et d'efficacité pour gérer sur le terrain et en post-production leurs fichiers. En tout cas, écoutez bien ce que l'on va vous raconter pendant cette émission et on se retrouve à la fin pour avoir toutes les infos de participation à ce jeu concours. On accueille aussi autour de la table pour la première fois le photographe Baptiste Jaya, alias dessinateur. Comment vas-tu, Baptiste ? Ça va très bien. Merci pour votre invitation. Alors, je vais te présenter à nos auditeurs. Baptiste, ton métier, c'est dessinateur paysagiste, mais tu as une véritable passion pour la photographie, héritée de tes parents, que tu pratiques depuis ton enfance. Tu es spécialisé dans les photographies de paysages et d'architecture, et au fil du temps, tu as transformé cette passion en véritable seconde activité professionnelle. Tu es le cofondateur du compte Les Compères, les_compères_ sur Instagram avec Frédéric Michaud, alias Gogo Jungle, que nous avons déjà reçu à ces micros il y a un petit moment maintenant. Et en 5 ans, à travers les ateliers photos que vous proposez, vous avez su fédérer une véritable communauté de photographes vivantes et ouverte à tous. Ton travail est visible sur les réseaux sociaux sous le pseudo, comme je l'ai dit tout à l'heure,
@dessinateur au pluriel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette communauté Baptiste et comment on fait pour la rejoindre surtout ? C'est une communauté qui est vraiment ouverte à tous. C'est le point de départ qu'on avait fixé avec Frédéric, que j'en profite pour l'embrasser d'ailleurs. Donc c'est assez simple en fait. On fait des ateliers un peu partout dans Paris en fonction des lieux qui nous ouvrent leurs portes. Et il suffit de s'inscrire au moment où on lance vraiment l'invitation. Ok. Malheureusement, certains diront que les places partent très vite, donc c'est toujours un petit peu compliqué, il y a un petit peu de frustration, mais c'est vraiment ouvert à tous. Tu peux nous dire quelques mots de ton activité de dessinateur paysagiste ? En quoi ça consiste ? Dessinateur paysagiste, c'est un peu l'architecte des jardins, en réalité. Donc on conçoit des jardins vraiment de la phase esquisse à la réalisation du projet. C'est essentiellement quelque chose qui se fait maintenant sur ordinateur, donc d'où le lien un petit peu aussi avec la photo, parce qu'on a tendance à utiliser les mêmes logiciels finalement. Parfait. Voilà pour les présentations de cette émission spéciale. On attaque notre sujet du jour, à savoir les bonnes pratiques de la sauvegarde sur le terrain. Alors pour commencer, évidemment, quand on parle de sauvegarde, que ce soit pour la photo ou la vidéo, on parle de beaucoup de choses. Il y a par exemple la sauvegarde terrain, il y a aussi les notions de transfert de fichiers depuis ces sauvegardes terrain sur un ordinateur ou des disques de travail. Il y a naturellement toute la partie post-production, editing, dérush, développement RAW, retouche, montage. Et enfin, il y a la notion d'archivage. C'est naturellement impossible de traiter en profondeur tous ces aspects en une seule émission. Nous allons donc aujourd'hui nous focaliser sur la partie sauvegarde terrain et garder les notions de disque de travail et d'archivage pour une prochaine émission, partie 2 en quelque sorte, qui aura lieu en 2024. Ma première question est pour toi, Sébastien. Quand on parle de sauvegarde terrain, en photo comme en vidéo, on parle de quel type de produit exactement ? On va d'abord parler des cartes. En fait, c'est bien de commencer par le début, c'est-à-dire qu'on parlera de la sauvegarde plus tard. Là, on va parler plutôt de l'acquisition des images, donc avec les cartes. Il faut savoir que l'invention de la carte est arrivée en même temps que l'invention de l'appareil photo numérique. Ah bah on mettait pas des pellicules dedans, hein. Exactement. Alors, l'évolution des cartes mémoire et des boîtiers ont été en parallèle. Plus les boîtiers devenaient de plus en plus sophistiqués, avec des performances de plus en plus grandes, les fabricants de cartes et SanDisk ont suivi ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de très bons appareils sans avoir de très bonnes cartes. Le choix aussi de ton appareil, c'est aussi de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme carte ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon appareil en sauvegarde et en acquisition d'images ? Est-ce que c'est de l'ASD ? Est-ce que c'est un double slot ? Est-ce que c'est pas un double slot ? Est-ce qu'il y a du CF Express ? Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de notre travail aussi de dire aux gens, attention, il y a le boîtier, il y a les performances du boîtier, et il y a aussi les cartes mémoire sont importantes dans toute cette logique d'achat. Aujourd'hui, principalement, c'est la carte SD qui fait partie du gros potentiel. Oui, mais au-delà des cartes aussi, qui touchent aussi bien la photo et la vidéo sur les hybrides, on a aussi l'utilisation potentielle de disques durs maintenant sur le terrain, SSD, qu'on peut brancher en USB-C et enregistrer directement les photos ou les vidéos dessus. Alors, je suis d'accord, ça ne concerne pas tous les appareils, mais je pense que potentiellement, c'est une des fonctionnalités qui risque de se généraliser en quelque sorte dans le futur. La sauvegarde terrain, c'est aussi ces produits-là. Alors, tu as raison. En fait, il y a déjà l'acquisition de la photo par elle-même sur une carte mémoire, mais tu as raison, les disques durs sur lesquels, enfin les SSD que tu pourrais brancher sur un disque, pour certains, en particulier pour la vidéo, qui demande en fait des formats, enfin des fichiers qui sont très lourds. Je suis même étonné que pour le moment, il n'y ait que Panasonic et Blackmagic qui proposent ça. Parce que alors, les gens te diront... Alors, il faut préciser une chose, c'est que là, on parle directement connecté en USB, parce que enregistrer sur un SSD externe, c'est déjà possible depuis bien longtemps. Si tu passes via un Atomos. Voilà, un Atomos ou autre chose. Mais tu vois... J'ai pas besoin d'écran. Je me dis que pour l'instant, où j'ai déjà un écran, acheter un Atomos uniquement pour pouvoir mettre un SSD, bon, voilà, c'est si tu veux. Et puis, au-delà de l'enregistrement sur SSD, quand on est sur le terrain, il y a aussi naturellement les disques externes en eux-mêmes qui peuvent servir de faire des premiers backups. Oui, tout à fait. Quand on revient pas à son camp de base trop régulièrement. Et puis dans cette logique de backup, du coup, on a aussi mécaniquement le fameux lecteur c'est ça. De carte mémoire qui est un accessoire totalement
indispensable. Tiens, je sais pas si... Est-ce que encore sur les derniers MacBook Pro, à une époque, il y avait des lecteurs de cartes SD qui étaient directement intégrés. Ça existe encore, ça, ou pas? Ou ça a totalement disparu? En tout cas, moi, je peux parler de mon MacBook Pro fin 2021 14 pouces et il y a un lecteur de Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est SD. que du bonheur, vraiment. Alors, parce que Apple est revenu aussi. Bon, là, on fait une petite parenthèse Apple et pour une fois, on en dit du bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent souvent sur les MacBook Pro. Ils ont remis même des sorties HDMI. Donc, en virant leur touch bar qui ne servait pas forcément à quelque chose, mais je sais que ça peut faire débat, ils ont remis une sortie Non, c'est pas ce HDMI, débat avec un moi, lecteur de Benjamin. SD. Eh ben, c'est pas mal. On Bah, sort de son complètement. shooting tout de suite, on prend sa carte et on s'affranchit d'un câble. Justement, Baptiste et moi, on a un peu la même logique. On utilise un SSD pour les RAW qu'on va traiter immédiatement. C'est-à-dire, ça devient un disque de travail. Donc, effectivement, lecteur de carte, ordi. On fait une sélection des 20 ou 30 RAW qui sont importants. On les glisse sur ce disque-là, qui est un disque, en fait, qu'on pourrait dire De intermédiaire, de transition, quoi. transition. Ouais. Voilà, un disque de transition qui, alors, pour moi, va me permettre plusieurs choses. Bien sûr, de bosser sur mon ordi, beaucoup plus vite que si c'était un disque dur. Il faut savoir que les disques durs, on est à 270 mégaoctets par seconde de transfert. Un SSD, on est plutôt à 1000, 2000, voire 3000 avec le nouveau produit de chez SanDisk. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et moi, j'utilise beaucoup ma tablette pour gérer justement les débuts de mes RAW, enfin pour transformer mes RAW en JPEG. Pas pour la colorimétrie, puisque ma tablette ne me permet pas de faire une colorimétrie juste. Mais par contre, au contraire, tout ce qui va être recadrage, ajustement, vont se faire directement. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Et ça va très vite. Et je sais que Baptiste utilise, je crois, à peu près la même chose. Surtout quand je suis en déplacement, oui. En fait, ça permet de commencer de travailler, par exemple, dans le train ou le soir quand on est à l'hôtel ou je ne sais où. Et quand on rentre, on n'a plus qu'à brancher le disque sur l'ordinateur et on transfère directement pour finir le travail. Oui, puis on n'est pas obligé parce que bon, la calibration des portables, c'est pas toujours, Oui, voilà, pareil. pas toujours Ouais, super, que mais ça soit ça la permet de tablette ou faire le juste un portable. petit premier tri ou de virer les photos qui servent à rien, C'est ça. de restreindre la quantité, c'est toujours ça de prix, quoi. Bon, de toute façon, on va rentrer dans le détail de tous ces usages au cours de l'émission. Sébastien, tu évoquais la rapidité des disques SSD. Petite parenthèse, anecdote, naïveté Arthur. Moi, la première fois que je me suis rendu compte de la puissance de transfert de données ou d'accès aux données d'un SSD, c'est quand j'ai changé le disque dur de mon vieux PC en tour mécanique par un SSD, que j'ai vu que mon ordinateur pouvait s'allumer en quelques secondes seulement. Ça a complètement changé ma vie. Bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui, donc, on va aborder tous ces sujets-là en regardant de près, du coup, les solutions que propose SanDisk. Baptiste, je me tourne vers toi. Ça fait combien de temps, toi, tu travailles avec les solutions SanDisk? Et puis peut-être pour démarrer juste, c'est quoi ton matos de prise de vue quand tu fais de la photo et de la vidéo? Alors, au niveau matos, je suis chez Canon, 5D Mark IV, puis plus récemment le R5, que j'adore. Et je me suis rendu compte que j'étais chez SanDisk, en fait, depuis toujours. Donc, c'est quand même assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une attirance vers des marques qui nous semblent fiables ou qu'on cette réputation d'être fiables, en tout cas. Et une fois qu'on est dedans, on ne va pas trop voir ailleurs. Et pour qu'on se rende compte un peu, là, tu as une idée un peu de combien tu fais de photos par an? Ça, c'est un peu la question qui fâche. Beaucoup, beaucoup trop. C'est quoi? C'est des dizaines de milliers? Des centaines de milliers? Oui, des centaines de milliers. Des centaines de 5 milliers. 000, 7 000, ça dépend un peu des projets le long de l'année. Mais, c'est vrai qu'il fait du 20 images par seconde quand même. Est-ce ça peut aller vite. Ouais, et puis est-ce qu'on part en voyage? Voilà, quand on est sur Paris, on peut refaire les photos finalement. Mais quand on part en voyage, on a un petit peu plus envie d'immortaliser des choses qu'on ne reverra peut-être pas. Donc c'est vrai que ça peut vite grimper, puis on a un peu cette tendance aussi avec le numérique à un peu se lâcher, même. Il faudrait éviter. Et le R5, c'est un boîtier intéressant parce qu'il dispose de deux emplacements pour des cartes différentes. Donc est-ce que ça veut dire que tu utilises les deux? Et si oui, quel type de carte du coup tu utilises? On va en revenir un peu à la discussion par rapport au Mac. Moi, c'était un choix un peu déterminant, le R5, qu'il ait un slot SD, parce que j'aime bien ce format. Et en fait, c'est très, très plug and play entre tous mes équipements, finalement, entre la tablette, où on peut aussi mettre un adaptateur, entre le Mac, etc. Puis c'est aussi quand même des cartes pas chères, on va pas se le cacher. Sachant que moi, je préfère avoir plein de cartes plutôt qu'une seule. Bon.
Alors, Sébastien, SanDisk, c'est une marque qui appartient à Western Digital ou au groupe peut-être, je ne sais pas trop, et qui propose au niveau photo et vidéo terrain des produits qui sont aussi bien destinés au grand public qu'aux professionnels. Et finalement, ils ont des noms de gamme trop diversifiés, peut-être parfois. Est-ce que tu peux nous éclairer finalement sur les différentes gammes de cartes que propose SanDisk et à qui elles se destinent? Alors les cartes, pour les cartes, en fait, aujourd'hui, on a principalement les cartes, que ce soit SD, même CF, parce qu'il y a encore du CF qui est utilisé. Un compact flash est toujours utilisé. Il y a encore des gens qui utilisent. Mais c'est produit encore? Parce que tu utilisais, produit. certes. Alors, je nous, ne savais pas qu'on en trouvait encore dans le commerce. si, par si, exemple. moi, si. Ok. On continue à en vendre parce Ok. que tu as quand même pas mal de gens qui ont du 5D Mark IV, par exemple. Et j'en ai un Ouais. juste à côté de moi. Ça se vend. Puis, il s'est vendu quand même beaucoup d'appareils avec du compact flash. Alors, c'est clair que je pense qu'il n'y a pas de technologie avancée sur la compact flash. Ils sont arrivés au bout de la technologie. Et ça va rester comme ça. Mais il reste encore dans donc, la SD, j'ai dit, la compact flash, la CF Express. Et les gammes surtout. Et Est-ce que tu as les SanDisk Pro, les SanDisk pas Exactement. Pro, Et après, c'est etc., divisé quoi. en deux parties, on va dire. Donc, une partie grand public avec des cartes qui s'appellent les Ultra et les cartes qui s'appellent les Extreme Pro. Les Extreme Pro, c'est là où la technologie SanDisk est la plus aboutie. C'est-à-dire que c'est là où tu as tout. Toute la technologie est dans les Extreme Pro. C'est vrai après pour la partie qui va être tout ce qui est SSD. Tu as une gamme Ultra et une gamme Pro. Pareil, la vitesse change. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent sur la vitesse que ça se joue, hein. La différence entre les produits, c'est particulièrement la vitesse. Tu as après tous les lecteurs de cartes. Tu as des lecteurs de cartes, on va dire, grand public et des lecteurs de cartes pro, encore une fois. Pourquoi? Par rapport à la carte que tu vas mettre dedans et la vitesse dont tu as besoin pour transférer tes images grâce à ce lecteur-là. Donc, une carte qui serait très rapide sur un lecteur de cartes, il ne le serait pas, ne sert pas à grand-chose. Il faut de la cohérence dans Il tout faut ça. une cohérence, absolument. Ok. Alors, on va naturellement commencer par les problématiques de sauvegarde à la prise de vue, directement depuis les boîtiers et aussi bien dans une approche photo que vidéo. Et on vous propose d'écouter le témoignage de la photographe, vidéaste, réalisatrice Aurélie Gonin, qui est ambassadrice SanDisk, nous parler de sa routine de sauvegarde terrain sur ses Nikon Z8 et Z9. On l'écoute. Alors pour ma part, j'ai jamais eu de souci de données corrompues ou mal enregistrées avec mes cartes. C'est arrivé qu'elles chauffent quand je montais au plus haut débit vidéo de ma caméra, mais ça n'a jamais affecté les fichiers. Donc j'ai pas un workflow très protecteur parce qu'en fait, je ne ressens pas le besoin. Par contre, j'aime bien que les choses soient bien organisées. Là, par exemple, je suis au Canada pour filmer du ski et du snowboard. Alors je tourne avec mon Nikon Z8 en 4K à 120 images par seconde. Du coup, j'ai besoin d'un haut débit d'enregistrement. Alors j'utilise les cartes CF Express Pro Cinema qui sont ultra rapides. Je suis pas en mission photo, mais parfois j'ai quand même envie de prendre quelques clichés. Ou hier, une skieuse me demandait de lui faire un portrait. Pour que ça ne se mélange pas avec ce que je donne aux clients, je les enregistre séparément sur une carte SD assez rapide pour shooter en haut. Comme ça, tout est bien organisé et c'est l'avantage d'avoir 2 slots. J'ai aussi pris mon Nikon Z9 qui a 2 slots CF Express et je fais la même chose, vidéo d'un côté et photo de l'autre. Quand on gère des grandes quantités de fichiers, il faut être hyper carré dès la captation et bien sûr après pour la post-prod et l'archivage. C'est toute la chaîne qui doit être cohérente. Bon, elle parle de cohérence, on a déjà évoqué ça. Elle nous explique qu'elle n'a jamais eu de problème de carte corrompue, ce qui est rassurant d'un certain point de vue, mais on va pas se mentir, ces problèmes peuvent exister. Peut-être déjà, histoire de bien faire flipper tout le monde, est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré des erreurs 404 irrécupérables comme ça avec leur carte mémoire sur le terrain? Baptiste? Moi, non, je vais vous décevoir un peu. Je touche du bois en plus. T'es comme Aurélie, toi, t'as jamais eu de problème, quoi. Non, pas trop de problème, ouais. Sébastien? Alors moi, j'ai récemment, d'ailleurs, on était ensemble avec Baptiste pour faire des photos. Et comme c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés, je prends mon matériel, je m'aperçois que j'ai pas de carte. Alors c'est pas très grave, hein, comme je suis assez proche d'un magasin photo que je connais bien, on a une boîte où dedans il y a plein de cartes. Alors c'est des cartes qui servent au test, hein, Ah là là, t'as appareils. mélangé les trucs. Et j'ai pris une carte que j'ai mis dans mon appareil qui est un Alpha 7R5 et je suis parti faire des photos. Au retour, j'ai pris ma carte et j'ai vu que j'avais tous mes JPEG parce que je faisais du JPEG et du RAW. J'ai vu que j'avais tous mes JPEG. Mais tous les RAW étaient corrompus. Alors je regarde ma carte, 45 mégaoctets par seconde. En rafale, avec l'Alpha 7R5 à 60 millions de pixels,
La carte, elle a absolument rien compris. Voilà. Donc là, alors, encore une fois, c'est une balade entre nous lors d'un atelier. C'était à Paris, c'est pas très très grave. Mais c'est là où on voit que quand tu as un boîtier et tu n'as pas de lien direct avec la vitesse de ta carte et que tu te aperçois que... alors, c'est plus embêtant, je trouve, pour la photo parce que tu n'as pas d'alarme. En vidéo, si tu mets une carte qui ne correspond pas Ça marche au pas. flux, l'appareil te dit non, là c'est pas bon, là ce que tu fais c'est pas bon du tout, je ne peux pas enregistrer cette vidéo sur cette carte. Par contre en photo, il n'y a pas d'alarme. Donc tu peux faire effectivement des rafales, tu t'aperçois de rien, tu t'aperçois uniquement du résultat que quand tu as mis ta carte dans ton lecteur et que tu vois qu'effectivement tu n'as pas d'euros. Toi, Benjamin, tu as déjà eu une mauvaise expérience comme ça? J'en ai eu plusieurs, je crois bien, mais j'en ai une qui me revient en tête, ouais, avec un boîtier Fuji où en fait j'avais eu un problème de séquençage des images. C'est-à-dire qu'en fait le boîtier était arrivé un petit peu au bout, je crois, d'un certain nombre de prises de vue. Il fallait soit formater la carte, soit en changer. Alors, le numéro de la photo, c'est ça, dépasser un certain... Absolument, absolument. Alors du coup, bon, je suis quelqu'un d'assez prévoyant de manière générale et j'ai toujours sur moi quelque part, dans mon porte-monnaie, pour tout vous dire, j'ai toujours une petite carte SD avec une micro SD dedans, soit pour mettre dans un téléphone, dans un truc. Bon, c'est un truc de testeur aussi, de matos. Ouais, c'est ça. Et comme ça, j'ai pu changer tout de suite ma carte et j'ai aussi toujours dans mon sac à dos un porte-carte avec au moins 2 cartes SD en rab. Bon, alors vous avez fait déjà des petites mauvaises expériences qui n'étaient pas, entre guillemets, de votre faute directe. Moi, je vais vous raconter une anecdote à moi. Dans une ancienne vie, j'étais photographe et j'étais même photographe de plateau et j'ai été missionné sur un court-métrage sur une journée de tournage. Je travaillais au Reflex 5D, premier du nom à l'époque. Donc, je fais toutes mes photos 5D qui tournaient avec des cartes au format compact flash. Et arrivé à la fin de journée et arrivé quasiment au bout, parce que sur les boîtiers, on te dit combien de photos tu peux faire. Arrivé quasiment au bout de la capacité de la carte, j'ai très très rapidement enlevé ma compact flash et changé ma compact flash, sauf que je l'ai fait au moment où la carte était encore En train d'enregistrer avec l'appareil, et ça a corrompu l'intégralité des données qui étaient sur la carte. Je vous laisse imaginer la tronche que j'avais quand j'ai expliqué ça au producteur du film. Et la carte compact flash qui a des contacts un peu fragiles. Et il faut la mettre dans le bon sens. Ouais, si on force, c'est que c'est trop tard. Bon sens et surtout bien droite, parce qu'il peut arriver qu'on endommage les contacts. C'est arrivé à pas mal de gens. C'est arrivé aussi parce qu'en fait, les cartes qui sont fabriquées, selon si c'est par exemple, on va dire une marque B, elles n'ont pas forcément la même rigueur de taille. Donc, quand tu la mets, ça bouge un petit peu. Mais tu te dis, bon, c'est pas très grave. Et puis, effectivement, les petites pins qui sont au bout peuvent s'écraser. Ça se répare, mais c'est un coût. Et là, tu te dis, pourquoi j'ai acheté une carte pas chère? Voilà, c'est la vraie question, c'est de dire, voilà, pourquoi j'ai fait ça? Alors ces problèmes, on l'a déjà évoqué, ils peuvent venir d'une incompatibilité entre la vitesse de la carte et la vitesse du boîtier, ils peuvent venir d'un problème du nombre de prises de vue réalisées sur le boîtier et sur la carte. Dans mon cas, de la déconnexion intempestive de la carte du boîtier, mais le même phénomène pourrait arriver si, par exemple, sur une grosse séquence rafale, on tombait en rate de batterie directement sur le boîtier. Et puis, il y a aussi un autre cas de figure qui peut foutre la merde, excusez-moi d'être vulgaire, sur les cartes mémoire, c'est les gens qui utilisent des cartes SD et qui confondent leurs cartes SD avec des clés USB. Et finalement, sur leur carte, on va retrouver un film, on va retrouver un PDF de la carte d'identité qui a été numérisée, carte qui a été utilisée dans 3 boîtiers différents, donc avec 3 indexations différentes. Et voilà, tout ça, au bout d'un moment, peut engendrer des problèmes d'indexation qui sont quand même la cause principale de ces crashs, entre guillemets. Autour de moi, voir des exemples d'amis qui ne sont pas forcément photographes, au sens où ça va être un pur loisir par rapport à nous qui sommes plus passionnés. Et ils vont prendre n'importe quelle carte ou la prendre d'un autre appareil, la remettre dans le boîtier et l'utiliser comme ça.
Et moi, j'ai souvent un temps d'interrogation où je dis, mais attends, tu formates pas ta carte. Et les gens ne prennent pas forcément ce réflexe. En Peut-être fait, qu'il faudrait conseiller ça, je sais oui, pas en ce que fait, t'en non. penses. Alors, évidemment, pour retirer les photos de ta carte, tu as le système le plus simple, tu les effaces une par une, ou tu demandes dans le menu à effacer tout, et tu effaces tout. Sauf qu'en fait, tu n'effaces pas. Tu dis juste, vous pouvez rajouter des images là-dessus. Mais en fait, les images sont toujours sur la carte et on écrase les fichiers qui sont dessus. Ça pourrait être bien si tous les fichiers avaient la même taille. C'est-à-dire que tu écrases un fichier d'1 méga avec une image d'1 méga et tout rentre dans l'ordre. Sauf que tes images n'ont pas la même taille. Surtout en JPEG. Surtout en JPEG. Donc tu te retrouves en fait à avoir des petits bouts d'octets dans la carte et la carte, elle va les chercher pour te créer l'espace que tu as besoin. Mais elles sont partout dans la carte. Elles ne sont pas forcément bien rangées. Donc en fait, de faire ça, c'est un peu comme si tu rinçais sans avoir lavé. Donc tu rinces. C'est ça. Voilà, tu rinces, mais c'est pas propre. Le formatage, là, tu remets tous les octets nickel. Et le formatage, c'est une opération qu'on fait sur l'appareil de prise de vue ou sur l'ordinateur? On peut le faire aux deux endroits. Alors tu peux le faire avec l'ordinateur, c'est mieux de le faire avec l'appareil parce que l'appareil photo, lui, ne fait pas qu'un simple formatage. Pour certains appareils, je vais parler de Sony, que je connais bien, il te rajoute 3 dossiers. Il fait de l'indexation. Il fait de l'indexation. Et chaque fois que tu mets une carte, la première chose qu'il fait, il regarde l'état de ta carte et il te dit « Ok, celle-là me va bien et je l'indexe ». Tous les appareils font ça. Alors, certains ne font rien d'autre que de l'indexer, mais c'est tout à fait transparent et tu ne vois rien. Donc, il vaut mieux le faire avec l'appareil photo. Et là, tu es nickel, tu as une carte qui correspond à ton boîtier. Bon, ok. Maintenant, voilà, si on rencontre quand même ces problèmes de cartes corrompues, il y a potentiellement une autre solution qui s'offre à nous, c'est d'utiliser un logiciel de récupération de données. Mais bon, voilà, c'est pas un outil magique, mais dans certains cas, ça peut fonctionner. Alors, pour moi, ça m'est arrivé. J'ai essayé de récupérer plus les problèmes de cartes de clients. Et j'utilise en fait le logiciel qui est fourni par SanDisk. Ah, SanDisk en a un? Chaque fois que tu achètes une carte mémoire SanDisk, tu as un abonnement de 2 ans à un logiciel qui s'appelle Rescue Pro Deluxe. Très bien. Voilà, je précise Deluxe parce que c'est le plus haut de gamme. Ils auront 2 gammes de logiciels. Un qui s'appelle Rescue Pro et l'autre qui s'appelle Rescue Pro Deluxe. Tu as un numéro en fait pour pouvoir... tu as un mot de passe qui est reconnu et tu as 2 ans d'utilisation de ce logiciel. Il marche parfaitement. Alors, il ne peut pas non plus faire des miracles non plus. Alors, je vais te raconter, des fois, avec certains clients qui m'amènent des cartes qui sont illisibles ou qu'ils ont perdu parce qu'ils ont effacé leurs photos, j'arrive pas. Même avec ce logiciel, je n'arrive pas forcément à avoir du premier coup les images qui reviennent. Un conseil que je donnerais, je crois, moi, au travers de diverses expériences, c'est de croiser autant que possible aussi les logiciels de récupération de données. Parce que comme tu l'as dit, il y en a qui ne sont pas infaillibles. Parfois, il y en a qui affichent leurs limites, et notamment cette fameuse image scindée en deux avec la bande grise que tu ne peux pas récupérer. Et il se trouve qu'il y a des logiciels qui parfois peuvent récupérer ce que d'autres n'ont pas réussi à récupérer. Et donc, moi, j'utilise Data Rescue aussi, qui est un superbe soft. Et j'en ai découvert un sur Mac qui est extraordinaire, Disk Drill Media Recovery, qui m'a récupéré l'intégralité d'un disque dur de 6 Tera HDD. Ah ouais. Et j'ai récupéré toutes mes vidéos, toutes mes photos, toutes mes archives de magazines, de 15 ans de magazines, etc. Alors, le hic, parce qu'il y a un hic, c'est que par contre, tout t'est récupéré, mais dans un désordre absolu. Donc, il n'y a plus de datage. Voilà, il n'y a plus de datage. Donc après, derrière, c'est un peu de tri. Mais les données sont récupérées. Ok. Et j'en ai un autre qui s'appelle Rescue Pro. Recovery Pro. Et qui fonctionne bien. Mais tu as raison, des fois, il y a certains qui te récupèrent une partie, d'autres qui te récupèrent une autre partie. Et ce qu'il faut dire, c'est ne jetez pas votre carte tout de suite. Exactement. Et après, il existe aussi, mais on va pas trop en parler parce qu'après, on va vraiment déborder sur ce sujet-là. Il existe des services externes de récupération de données. Aussi, des sociétés spécialisées qui coûtent très cher. Mais facture au MO récupérée. Oui, parce que la plupart du temps, c'est des sociétés de prod qui vont là-bas. C'est ça. Des boîtes de prod qui font du docu, des choses comme ça. Donc, ça coûte un petit peu plus cher, mais il existe plusieurs solution avant d'envisager de se débarrasser de sa carte définitivement. Alors après, ces sociétés-là, ça vaut le coup quand tu as un disque dur, quand tu as une carte mémoire de 64, est-ce que ça vaut le coup Ça dépend ce qu'il y a dessus. Ça dépend ce qu'il y a dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec Arthur. Moi, je sais qu'il y a une carte que j'ai pris
sur un train à l'époque Moscou-Vladivostok, j'avais cru perdre toutes mes données. Je peux te dire, j'ai tout fait pour les récupérer. Ouais. Et je les ai récupérées. Bon, en tout cas, le premier conseil qu'on peut donner, c'est évidemment à la prise de vue, prendre l'habitude, une fois les photos déchargées, de formater ces cartes mémoire. Sur le boîtier aussi, certains modèles, dont les EOS R5, sont équipés de 2 slots carte mémoire. Et avec ces 2 slots, on peut avoir différents types d'approches en termes de configuration. Est-ce que tu peux nous expliquer, Baptiste, quelles sont les options qui s'offrent à nous quand on a un boîtier qui est équipé de 2 slots carte mémoire? Ça, c'est un peu en fonction des habitudes de chacun, je dirais. Ouais. Parce que soit on peut faire de la recopie finalement, soit on peut faire de la division de fichiers, JPEG d'un côté, RAW de l'autre. Alors, recopie, ça veut dire qu'on a exactement la même chose sur la première carte que sur la deuxième. Donc, si on en a une qui plante, on peut se dire qu'on a toujours l'autre en backup. OK. L'autre truc, RAW ou JPEG, séparément. ce que fait Aurélie. Exactement. Exactement, Ou vidéo, ouais. photo. OK. aussi. Ça peut être intéressant. Ça peut permettre aussi de faire un premier tri finalement dès la prise de vue. Ou débordement. C'est Ou débordement. l'autre option, évidemment. C'est-à-dire fonctionne. qu'une fois qu'une carte est pleine, on bascule directement sur l'autre. Mais je suis assez étonné parce qu'il y a encore des clients qui ont 2 slots et qui n'utilisent qu'une carte. Ouais, j'en fais partie. Voilà. Donc, voilà, c'était un coup de pompe dans les rotules de mon ami Baptiste qui, effectivement, n'utilise qu'une carte. Alors, Eh ben moi, je suis un peu comme lui. C'est-à-dire que si j'échappe mon boîtier dans l'eau, si je me le fais piquer, je préfère avoir d'autres cartes sur moi et me dire, tiens, quand elle est pleine, c'est-à-dire que je vais faire plus attention aussi. Et une fois qu'elle sera pleine, bah, je vais la changer moi-même, mais au moins, je vais pas paumer 2 cartes si jamais accident il y a. Benjamin, tu as tout à fait raison, mais tu vois, l'expérience que j'ai eue là, avec mes RAW qui n'étaient pas pris en compte sur une des cartes, si j'avais une deuxième carte qui aurait par exemple fait une copie et elle plus rapide, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc effectivement, j'étais comme toi, et maintenant j'ai 2 cartes dans mon boîtier. Et dans cette logique toujours de cohérence, Sébastien, quand on travaille avec 2 cartes, est-ce qu'il faut travailler avec les 2 mêmes cartes, de la même marque, le même modèle, la même capacité de stockage, ou finalement peut-être sur la logique de sauvegarde miroir, si la deuxième carte est un peu moins rapide, bon, bah, c'est pas bien grave, il y a la mémoire tampon qui va travailler entre-temps. Voilà. Alors effectivement, C'est tu as quoi les raison. recos là-dessus? Les recos, ça va être plutôt qu'est-ce que je vais mettre sur la deuxième carte. Première carte, je mets des photos. Dans ces cas-là, je vais prendre à la limite 260 mégas par seconde et ça va être très bien parce que je fais de la rafale et que c'est très bien. Sur l'autre, je décide de faire de la vidéo. Je fais de la vidéo plutôt en 4K. Il faut une V90. Alors, on parlera peut-être des définitions Ouais, on des produits expliquera après. ça après, ouais. Pourquoi? Parce que ça prend plus de place, parce que j'ai besoin d'avoir une rapidité. En tous les cas, il faut mettre, encore une fois, je le répète, mettre des cartes mémoire qui correspondent au boîtier. En fait, j'ai eu une discussion dimanche avec un photographe avec qui on faisait des photos. Il s'appelle Raphaël, qui est dans l'automobile. Et on parlait justement des cartes mémoire. Et il me faisait une analogie que j'ai trouvée excellente. C'est un peu comme si tu avais une voiture de sport et que tu décidais de mettre de l'ordinaire. Ta voiture, elle n'a pas la même accélération quand tu mets de l'ordinaire que quand tu mets du super. Bon, on a compris cette histoire de cohérence, c'est tout à fait logique. Bon, en tout cas, les boîtiers double slot, c'est pas non plus la majorité des appareils. Quand on n'a pas accès à cette fonction-là, Benjamin, tu as commencé à donner une piste de bonne habitude qui est de décharger, entre guillemets, le plus régulièrement possible ces photos, alors au cours de la journée, au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. Alors, comment toi tu fonctionnes à ce niveau-là? Est-ce que, je sais pas, toutes les 2 heures, tu te dis je change de carte ou c'est trop extrême là? Non, c'est trop extrême. C'est trop extrême. Tu rigoles, c'est trop extrême. Non, je dirais un petit peu comme Baptiste tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est comme l'utilisation d'un logiciel de retouche photo, etc. Chacun sa philosophie en fait. Réellement, on peut pas dire à quelqu'un ça c'est bien, ça c'est pas bien. On raisonne pas tous de la même manière sur ces sujets-là, je pense, et c'est très bien comme ça. Personnellement, ça me rassure de savoir que le soir, notamment en déplacement, loin de ma routine et de mon ordinateur, etc., je sais que j'ai mis au chaud sur 2 disques durs externes, et je parle pas sur mon ordinateur, hein, je parle de 2 disques durs externes différents rangés à 2 endroits différents. C'est-à-dire un que je vais toujours avoir sur moi en plus de mes cartes mémoire et un que je vais laisser dans un autre sac. Je double un maximum les choses, voilà. Et je ne laisse rien sur les cartes. Mais sur ta journée, tu fais une journée complète sans changer de carte,
avec le risque que s'il y a 18h ta carte plante, tu perds toute la journée. Oui, comme je disais tout à Oui, l'heure, oui. je peux avoir une carte de 128 gigas dans mon boîtier, ce qui va être même beaucoup plus parce que je suis pas un serial shooter, beaucoup plus que ce que j'utilise. Quitte à, si jamais elle devait être pleine, la remplacer par une autre que j'aurais sur moi. Tu le fais quand c'est plein. Tu le fais pas quand c'est tu pas du tout un penses problème. que quand t'as un Et petit si- moment. et par contre, non, le soir, je dis, cette routine-là, par contre, je l'adopte en cas de vol, en cas de Bien dommage, sûr, en ouais. cas de plein de choses. Ouais. Je fais une sauvegarde journalière, c'est-à-dire jour 1, et là, je mets tout, je formate la carte, et je dispatche ensuite cette sauvegarde sur 2 disques durs externes. Mais ça, c'est très bien C'est de très le bien, ouais. faire quotidiennement parce qu'il y a un travers aussi qui peut, enfin un accident, hein, entre guillemets, c'est on remplit une carte, on a une sacoche avec nos cartes pleines qu'on doit décharger quand on peut, on mélange les cartes pleines et les cartes vides, on fait pas gaffe, on prend une carte, on la formate, on l'avait pas vidée avant et du coup c'est perdu. Et absolument, et j'irai même un tout petit peu plus loin, ce travail-là qui est fait quotidiennement est une aide considérable à la post-production. C'est ce que j'avais dit, en fait, le fait de faire Parce ça que, journellement, voilà, enfin, journalièrement, tu te évidemment. replonges, même il peut m'arriver de dire, je sais pas, jour 1, visite de tel ou tel endroit, comme ça je complète, et je sais quand je me replonge dans les archives que je vais aller peut-être plus à tel endroit où il s'est passé plein de choses, etc. Il y a une fonction sur les cartes SD que moi je trouve géniale et qu'on ne retrouve pas finalement sur les autres formats de cartes. Sur une carte SD, on a un interrupteur lock qui permet de verrouiller l'écriture, pas la lecture, je crois, de la carte mémoire. Exact. C'est génial. Pourquoi il n'y a pas ça sur tous les formats de cartes? C'est vrai. Ça évite les que- accidents. Alors, ça évite les accidents. C'est quand même un côté fragile, hein. Oui. Bah, de toute C'est-à-dire façon, que- c'est fragile une carte voilà. mémoire quand Moi, elle est perso, pas, je suis pas fan. quand parce elle que- est pas dans son truc, quoi. Perso, je suis pas fan parce que si on va se l'endommage rejoindre. l'interrupteur, ouais, si on l'endommage, qu'est-ce qu'il arrive? C'est-à-dire qu'on peut plus utiliser la carte. C'est ça. Donc moi, ça me dérange un peu. Mais alors que sur le principe, je suis d'accord que l'idée est bonne. La réalisation, moi, je suis un peu plus partagé. Bah, en fait, dans le même esprit, les lecteurs de cartes pro de chez SanDisk, tu as un petit interrupteur à l'arrière qui te permet de lire ta carte, mais ne rien enregistrer dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas la formater, tu ne peux Ok. pas enregistrer Pas de par-dessus. mauvaise manip depuis Pas de- l'ordi, quoi. Voilà, depuis l'ordi. C'est-à-dire que tu mets ta carte, Ça, c'est pas mal, ça. tu Ouais. peux décharger tes images, mais tu peux rien faire d'autre que de la sortir, de la mettre dans ton boîtier et de la formater avec ton boîtier. Je vais donner un peu la parole à Baptiste maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, ta morning routine, en quelque sorte, ton process de fonctionnement quand tu es sur le terrain vis-à-vis de la sauvegarde? Alors, il y a quand je suis à Paris où c'est un peu cool, quoi. Il n'y a pas trop de process et puis je me prends pas trop la tête parce que finalement, j'ai confiance dans mon matériel. Donc, comme je touche du bois encore une fois, j'ai jamais perdu de données. J'ai eu cette chance-là, si on peut dire. Donc, je me pose pas trop Espérons de qu'on te questions. porte pas malheur. Ce que je disais à Sébastien avant de venir, je vais changer le process après l'émission, je Ouais, pense. c'est ça. Et puis, il y a effectivement, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire en voyage, bah, on essaye d'être tout petit peu plus rigoureux. C'est-à-dire, moi, en plus de ce que vous disiez, finalement, je fonctionne vraiment à la journée. Je privilégie plutôt les petites cartes, finalement. Je suis pas trop, tu pars pas pas trop sur client une des USD de 1 64. Tera. Non, tu vois, c'est- même 64, c'est trop pour moi, quasiment. Ok. Je préfère plusieurs 32. Ouais. Je sais Ça que se ça me tient. tient une Non, journée. ça se tient comme raisonnement. Puis économiquement, c'est pas con non plus, quoi. Et je formate pas mes cartes, moi, contrairement à ce qu'on disait. Ouais. Je garde mes cartes, je les décharge par contre. Comme ça me fait un backup. Et puis, je les classe dans mon sac photo en les gardant. Et je sais que jusqu'à ce que je revienne, finalement, j'ai sur mes cartes aussi mes images, quoi. Et j'ajouterais juste une chose par rapport à ce trigger à appliquer en déplacement. Je l'ai vécu aussi lors du tournage d'un docu avec des potes, donc à plusieurs caméras. Et ça, c'est super important aussi de faire ces sauvegardes journalières en étant méthodique et en faisant des sous-dossiers par jour avec le nom de chacun des intervenants dans un même dossier. Et là, en post-prod vidéo, on gagne un temps fou à reprendre. Caméra A, caméra B, caméra Pour C. le coup, tu verras qu'il y a des produits SanDisk qui sont particulièrement bien conçus pour ce genre de scénario, mais on va y venir. Je voulais juste rajouter une chose. Dans les discussions que j'ai avec des clients, il y a aussi des clients qui n'effacent pas leur carte mémoire et qui les conservent. Ouais, exact. Ouais, comme c'est leur support d'archivage, quoi. C'est ça. Ah, Alors, ça se tient. ça se tient. Il faut faire attention. Les cartes mémoire peuvent vieillir et c'est bien quand même de les décharger. Mais ils les déchargent quand même sur leur disque dur, mais ils les conservent. Pour certaines photos que j'ai faites sur certains voyages,
je conserve la carte avec l'intégralité des photos en plus de ce que j'ai sur mon disque dur. C'est le petit côté pellicule numérique finalement. Alors c'est possible c'est que ça ça, soit. ouais, Ouais, je pense Avec que c'est le prix des cartes entrée de gamme, ça se tient en fait. Exactement. Quoi. Exactement. Bon, en tout cas, le point de départ de toute cette réflexion, c'est la carte La en carte. elle-même. Mm. C'est quoi les caractéristiques techniques d'une carte importante? Bon, le format, évidemment, on reviendra là-dessus, mais il y a aussi naturellement la capacité de stockage et surtout ces deux notions de vitesse d'écriture et de vitesse de lecture qui, en plus, sur certaines cartes, ne sont pas les mêmes. Tu as des cartes. Alors sur les SSD en général, l'écriture et lecture pratiquement tous la même vitesse sur les SSD. Sur les disques durs? Sur les disques durs. Oui. Ouais. À quelque chose près, mais là je prends en l'occurrence pour SanDisk, leur disque dur. Oui, de toute façon, ils sont tellement rapides que même si on met le dénominateur commun, Ouais, je c'est suis déjà d'accord. ouf, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et sur les cartes, effectivement, donc tu as du 200 mégaoctets à la lecture et du 90 à l'écriture. Donc ça, c'est problématique. Et après, tu passes à 260 mégaoctets, lecture-écriture. Et après, 300 et 280, lecture-écriture pour les plus rapides, celles que on va utiliser pour la vidéo. Ok. On est d'accord que une vitesse de lecture élevée, c'est du confort d'usage pour le transfert et que la vitesse d'écriture élevée doit être en phase Avec ton avec boîtier, le boîtier ou avec ce que tu fais Bien de entendu. ton boîtier. bien entendu. Très bien. Bon. On va rentrer dans les formats maintenant, si vous voulez bien. Quels sont les formats de cartes format et sous-format, parce qu'évidemment, ce serait trop facile sinon, que l'on retrouve actuellement sur le marché? Donc SD, c'est ce que je disais au départ. Donc SD. Ouais, mais SD, il y a SDHC, Ah, oui. SDXC, SDUHS1, SDUHS2. Puisque tu y vas comme ça, on va y aller comme ça. Alors, tu as les cartes SD qui sont divisées, on va dire, en UHS. Donc, en fait, c'est aussi une rapidité. Tu as pour simplifier, parce que pour être plus simple, tu as les V30, les V60 et les V90. C'est les classes. Voilà. Donc ça, c'est pour la vidéo. Hein. Mais si c'est vrai pour la vidéo, tu es confortable pour la photo. V30, c'est 30 mégaoctets minimum qu'elle va pouvoir écrire. Elle va pouvoir écrire 30 mégaoctets par seconde minimum. 60, 60, 90, 90. Même si elle a marqué qu'elle peut aller jusqu'à 200, tu sais qu'elle t'assure au minimum 90 mégaoctets par C'est seconde. des mégaoctets ou des mégabits dont on parle? Pardon. Ce n'est pas la même chose. Des mégabits. Ok. Donc ça, c'est vrai que ça te permet déjà de classifier un peu tes cartes. Aujourd'hui, avec les boîtiers modernes, une V30, très sincèrement, c'est pas assez. Que ce soit pour la rafale ou même par rapport au poids du fichier. Une V60 et une V90, ça passerait très bien. Et une V90 plus pour la vidéo. Il y a souvent une mention 4K qui est ajoutée d'ailleurs. Oui, mais en fait, tu sais, après, pour être sûr. après tu as 4K et 4K. Parce que la 4K, elle se divise en différents types Oui, si de on fait compression. du si elle est 10 compressée, minutes pas Apple compressée. ProRes au Lintra, c'est pas la C'est même super. chose que... ouais. Voilà, si tu prends tu prends la 422 10 bits au Lintra, c'est une V90. Si tu prends une autre carte, d'ailleurs, c'est le petit message que je t'avais envoyé, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des formats, et là, l'appareil te le dit, il y a des formats, si la carte ne correspond pas, il te dit, bah non, ça, je peux pas le faire. Mais sur les boîtiers, il faut bien regarder aussi la compatibilité quand il y a un lecteur de carte SD, enfin, quand ça fonctionne avec SD. Certains boîtiers sont compatibles avec les cartes UHS-2, mais les boîtiers un peu plus vieux ne le sont pas. Le truc, c'est qu'on n'exploitera pas la carte au maximum de ses capacités. D'accord, je comprends. Par contre, là où c'est important de le signaler, tu as raison de mentionner ce point, c'est que ça va plus loin que ça, c'est qu'il y a certains boîtiers qui disposent de 2 emplacements pour carte mémoire SD, dont un va être UHS-2 et l'autre va être limité à l'UHS-1. Donc là, il faut le savoir parce que... Impossible d'avoir de la cohérence alors. Bah, du coup, si on fait par exemple un enregistrement miroir, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a une carte qui va être en UHS-1 et qui aura beau être une UHS-2 qui ne pourra pas être exploitée au maximum de ses capacités. Le format de carte SD, c'est, on va dire, le format le plus démocratique, universel à l'heure actuelle pour la photo et pour la vidéo, et pas que, hein, pour tous les appareils qui ont besoin d'une mémoire flash amovible. Sébastien, chez SanDisk, il y a énormément de choix en termes de cartes SD. Je me suis amusé à regarder les prix des cartes qui proposent une capacité de stockage de 128 gigaoctets, donc c'est déjà de la bonne, carte. de la bonne carte là. L'entrée de gamme
donc une SanDisk Ultra 120 mégabits par seconde, c'est 16 balles C'est ça. en 128 Go. L'ultra haut de gamme Extreme Pro UHS-2 à 300 mégabits par seconde, c'est 143 €. C'est ça. Le delta, Il est entre énorme. 16 € et 143 €, comment on peut le justifier? Alors ok, elle va plus vite, mais bon. Elle va plus vite, mais surtout, elle met tes images que tu as avec ton boîtier super haut de gamme, qui est en 60 millions de pixels, qui fait du 10 images par seconde. Tu es certain avec celle avec 140, qui coûte 140 €, que tes images seront bien dessus. Après, c'est ce qu'on disait, c'est t'achètes un boîtier assez cher. C'est à prendre en compte aussi dans ton achat, la carte SD, parce que t'as beau avoir le plus beau boîtier du monde, finalement, si t'as rien pour mettre tes images. Si tu achètes ton R5 à plus de 4000 €, tu vas peut-être consentir de devoir investir dans plus de 100 € pour une carte. Oui, ça paraît pas débile. Ouais, mais tu vois, Benjamin, c'est ce qu'on disait depuis tout à C'est l'heure. pas une, c'est 2, voire 3 C'est- minimum. Oui, quoi. mais c'est Après, surtout tu- en fait la cohérence. C'est-à-dire que tu as un boîtier qui correspond, enfin, tu as une carte qui correspond à ton boîtier Ah bah, bien et à sûr. ce que tu vas lui demander de faire. Hmm. Effectivement, 16 €, tu vas réussir à faire des photos, il n'y a aucun doute. Par contre, tu feras un peu plus de JPEG que tu feras d'euros. Bon, on commence un peu à monter dans les tours avec des cartes à 143 € SD. On va changer de format, vous allez voir, ça va changer d'ambiance. On a le format CF Express Type B, que l'on retrouve aussi assez régulièrement, surtout sur les hybrides haut de gamme, qui, je pense, est quelque chose quand même à la base conçu plus pour la vidéo que la photo. Et il y a une variante de ce format-là, c'est la CF Express Type A. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce format CF Express? Bah, la CF Express type A, c'est un format en fait Sony qui lui permet dans un même slot, dans la même taille de slot, de mettre soit de la SD, soit de la CF Express. Donc en fait, tu te retrouves à avoir... C'est génial. Ben oui. C'est-à-dire que tu n'as pas deux slots, un SD, un CF. Tu as deux slots SD ou deux slots CF Express. CF qui n'a rien à voir avec Compact Flash, on est Non, non, d'accord? CF Express, oui, effectivement. Et on la trouve sur des boîtiers pro Sony, notamment on peut citer l'Alpha One, on peut citer l'Alpha 7S3 Ouais. et on peut citer le dernier Alpha 9.3 Global Shutter qui vient de sortir et qui fonctionne avec ces deux types de formats. Bon. Alors, pour faire un peu rêver tout le monde en termes de chiffres, une CF Express Type B, c'est 4,7 fois plus rapide que la plus rapide des cartes SD UHS-2. Il y a une gamme Extreme Pro et même une gamme Pro Cinéma chez SanDisk. Celle qu'Aurélie utilise. Dans les deux cas, c'est 1400 mégabits par seconde en écriture et en lecture. Alors là, les prix, ça s'envole littéralement. Une 512 Go en gamme Extreme Pro, c'est 657 €. Et une 640 Go en Pro Cinéma, c'est plus de 800 €. Là, ça commence à être sérieusement à intégrer dans le budget, quoi. Bah, en fait, c'est intégré dans un budget cinéma ou documentaire où, sincèrement, à ce prix-là, ça reste même un accessoire, en fait. C'est-à-dire que quand tu as une prod qui est tellement importante avec une location de boîtier ou un achat de boîtier, mais même une location de boîtier, l'équipe qui va autour, le prix de la carte, sincèrement, devient un accessoire. Donc, effectivement, pour le commun des mortels, c'est pas péjoratif, mais j'ai pas besoin, et Baptiste non plus, de ce type de carte. Non, il ne faut pas surinvestir. C'est sûr que si on n'a pas l'utilité de faire de la 4K 100p comme le fait Aurélie, Ah bah oui. et Aurélie filme parfois les Jeux Olympiques, des épreuves de Jeux Olympiques, etc. Elle fait du broadcast. C'est pas les mêmes champs d'utilisation. Donc, c'est vrai qu'il faut... Parfois, on peut dire qui peut le plus, peut le moins. Bon, oui, mais qui peut trop, sert peut à moins rien. aussi, mais Qui bon, peut ça sert trop, pas sert plus à forcément à quelque rien, chose. quoi. Donc, en fait, trop c'est trop. Autant pas assez, c'est pas assez, que trop c'est trop. Oh, c'est philosophique. Ce sera la citation de cette émission. Baptiste. Non, après, c'est la destination des images aussi. On en revient un peu à ça. C'est sûr que s'il y a un client derrière, ça justifie l'investissement. Ok. Il y a un format de carte dont on n'entend plus beaucoup parler, qui de mémoire existait sur le vénérable 1DX Mark II de Canon. La CFast. C'est la CFast. Il y a plus, c'est fini. Ça fait partie des trucs qui sont enterrés.
comme la Compact Flash et comme d'autres dont tu vas Ou nous même, parler. ou même la XQD, parce que la XQD, en fait, vous apercevez que maintenant tous les boîtiers ont une mise à jour automatique, enfin pas automatique, il faut faire une mise à jour de son boîtier pour passer de la XQD à la CF Express, tout simplement parce que les cartes n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'il y a, après un côté physique, c'est qu'ils n'arrivent pas, les fabricants n'arrivent pas à les rendre plus rapides, enfin autant rapides que les boîtiers le demandent. Donc on est obligé de changer de format, parce que effectivement, tu as... Est-ce que tu vois, ça c'est une question philosophique. Est-ce que finalement les ingénieurs des marques développent des performances de boîtiers en fonction des capacités actuelles des cartes, ou est-ce que finalement c'est les constructeurs de cartes qui trouvent des solutions pour s'adapter aux performances requises Ouais, je par les pense que boîtiers? ça serait ça. Il y a un vrai parallèle entre les fabricants de cartes et les fabricants de boîtiers. C'est un peu ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un boîtier super performant si tu n'as pas du tout les performances avec ta carte. C'est-à-dire que tu peux lui dire, bah tiens, ça fait 60 millions de pixels, on fait 20 images par seconde, et ta carte qui va pas permettre de pouvoir les intégrer. Donc, je pense qu'ils bossent en parallèle. Je peux pas imaginer que les marques comme SanDisk ne bossent pas en parallèle avec les fabricants d'appareils photo. Et pour abonder dans ce sens, ou citer un exemple, l'actuel Alpha 9.3 qui vient de sortir n'exploite pas les dernières normes de CF Express type A. C'est-à-dire que la tolérance de ces ports de carte est en retrait par rapport à la technologie actuelle des CF Express type A. Donc ça veut dire que, pour le coup, les fabricants de cartes ont pris un petit peu d'avance par rapport aux constructeurs. Bon, du coup, puisqu'on parle de vidéo, il y a une autre solution qui existe pour certains boîtiers, Blackmagic Design et les derniers Panasonic S5 II et G9 II, c'est la possibilité d'enregistrer directement sur disque, alors je n'allais pas dire dur, disque externe. Oui, c'est vrai qu'on a souvent envie de dire ouais, disque dur. disque externe SSD connecté en USB-C. À quoi ça sert cette Moi, je trouve ça- fonctionnalité? J'ai l'impression que je sais pas si je suis le seul à trouver ça génial, mais je trouve ça génial. Ouais, Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut s'encombrer avec des cartes, on peut faire exactement la même chose avec c'est des ça. cartes. C'est-à-dire Pourquoi se rajouter un fil à la patte quelque part en fait? c'est plus qu'un fil, c'est même un gros boîtier au-dessus de ta caméra qu'il va falloir fixer plus le fil, quoi. 1 téraoctet à 2000 mégas par seconde. T'as pas l'équivalent carte mémoire. Ouais. C'est ça, tu vas chercher ça. Tu vas chercher, en fait, tu sais, quand tu as 4 téras d'images vidéo à monter pour un mariage, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu le donnes dans 4 mois. Donc, il faut que tu fasses le montage. Enfin, t'imagines le nombre d'images, le nombre de plans. Même si dans un mariage, tu peux être amené à être cogné, quelqu'un qui vient te bousculer, un imprévu, etc. T'as quand même... En fait, ce disque est sur la cage du boîtier. Donc, tu as le boîtier, tu as il faut l'accessoiriser quand même. Ah, il faut, oui, ça, de faut toute façon, préciser aussi. oui, c'est accessoirisé. Donc, effectivement, ce produit-là est carrément mis sur le boîtier. C'est pas très lourd, il peut être également mis sur un Ronin. Donc, tu as juste le câble qui va être... Donc, tu as un stabilisateur, tu as ton boîtier, tu as juste un câble qui va et qui récupère. Encore une fois, c'est juste pour pouvoir avoir quelque chose en production, en post-production, hyper confortable. Alors évidemment, ce qu'il faut avoir bien compris quand même, c'est que cette fonctionnalité d'enregistrement sur disque externe SSD ne fonctionne qu'avec des modèles qui sont auto-alimentés. C'est-à-dire que c'est le boîtier qui va venir alimenter le disque externe. Absolument. Chez SanDisk, il y a énormément de modèles, il y a énormément de gammes, des extrêmes Pro, des Pro G40, des G-Drive, des G-Drive Pro. Tu peux nous éclaircir un peu les choses aussi vis-à-vis de ces modèles professionnels et puis d'autres plus abordables quand même? Alors, on va peut-être commencer par le professionnel, effectivement. Alors, professionnel, c'est surtout parce qu'il est résistant. Il est en IP67, donc il y a une norme qui est une norme d'étanchéité. Donc, il résiste, ça, c'est les G-Drive. Ça, c'est les G-Drive, c'est les plus haut de gamme. C'est des boîtiers qui sont en aluminium. Quand tu l'as à la main, tu vois que tu as un beau produit bien fini. C'est vrai que sur tous les produits que fabrique SanDisk, il y a aussi une notion de qualité de produit dès que tu le vois. C'est-à-dire qu'il y a la qualité technique, évidemment, de rapidité, comme on vient de le dire depuis le début du podcast, mais il y a aussi la qualité de fabrication et même la qualité de design. Donc, ils font très attention à ça. Après, tu as d'autres produits qui sont effectivement meilleur marché. On va encore réduire la vitesse, parce que tu as bien compris que la vitesse, c'était aussi... Oui, c'est le facteur différenciant. Exactement. Principalement. Donc, on va avoir des produits qui vont être aussi résistants.
enfin aussi résistants, qui vont être résistants, qui vont être pas forcément des P67, mais qui vont être... C'est aussi l'avantage de SSD, hein, c'est qu'il n'y a rien qui tourne. Il n'y a pas de mécanique, donc ça peut tomber par terre. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Voilà, donc tu as l'extrême et l'extrême pro, qui sont des produits meilleur marché, et qui c'est ceux que j'utilise avec Baptiste, et qui fonctionnent, mais super bien. Bon. Et pour se donner un ordre de grandeur en termes de prix, justement, un extrême SSD de 2 Tera hein, qui affiche 800 mégaoctets secondes en écriture et en lecture, c'est à peu près 184 euros. Évidemment, ça peut servir à autre chose qu'à faire un enregistrement depuis un boîtier de prise de vue. Et si on va de l'autre côté du spectre, le Pro G40 SSD de 4 Tera qui lui affiche 2700 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture, qui fonctionne en Thunderbolt 3, extrêmement rapide donc, lui coûte aux alentours des 800 euros. Mais pour aller encore plus loin, et tu l'as déjà un peu évoqué tout au long de cette émission, SanDisk a développé un nouveau système, ce qu'on appelle le ProBlade, qui intègre des solutions de sauvegarde terrain sous la forme de boîtiers externes USB-C qui reçoivent des SSD dédiés. Donc c'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes. On vous propose d'écouter Darag O'Toole, Product Marketing Manager chez Western Digital, nous parler de ces nouveaux produits qui ont été présentés tout récemment. On l'écoute. OK, l'écosystème ProBlade a été conçu pour accélérer le flux de travail. C'est le plus important. Donc, maintenant, on peut capter directement sur SSD dans la caméra. Le problème, c'est qu'avec plusieurs SSD de plusieurs marques, capacités, modèles, c'est confusant. Donc, on a un petit transport qui peut intégrer un petit mag, donc le SSD elle-même. Et le principe que c'est ce média, le mag, vous suit dans la production en entier. Donc, vous avez dans la caméra, vous le transférez sur votre Mac avec la station. Et puis, donc, la station a 4 baies. Les petits mags, en effet, c'est la média SSD. Et les performances, c'est 3000 mégaoctets et en lecture, c'est 2800. Quand vous travaillez avec le petit transport, ça va jusqu'à 2000. Mais quand vous travaillez avec la station, quand vous faites gestion de données, ça va jusqu'à 3000 parce que c'est avec Thunderbolt 3. Récemment, on a introduit 2 autres options qui combinent le meilleur de la capacité des SSD et la vitesse des SSD. Donc, c'est le G-Drive Project, donc un drive qui va jusqu'à 22 Tera, qui intègre un petit slot pour ce petit mag. Donc, vous pouvez capter dans la caméra et tout de suite le connecter à votre Mac à travers le drive et travailler directement sur ce que vous avez capté. Je dirais deux scénarios. Donc, les indépendants qui font soit mariage, ou petites vidéos ou vidéos de musique, qui travaillent avec un caméra, que ce soit un Blackmagic 4 ou 6K, et ils travaillent avec les SSD. Ils veulent avoir quelque chose de très simple et très vite et très léger. Donc, pour eux, avoir quelque chose comme un miroir, un géré de miroir, avec le système ProBlade, ça marche très bien. Aussi, il y a des gens qui vont partir. Par exemple, on a un collègue, Lucas Killman. Il est parti 28 jours faire un tournage. Il avait besoin de 1 à 2 Tera par jour. Donc, en gros, 40 Tera qu'il fallait doubler à 80. Normalement, il prenait 20 SSD, un shuttle de 56 Tera et 2 gérés de 28 Tera qui pesaient 20 kilos. Donc, le changement, c'est pas tout à fait toujours la vitesse, mais c'est que c'est très pratique quand vous voyez quand vous êtes en tournage. C'est vrai que ce système ProBlade, c'est quelque chose qui est conçu pour améliorer le flux de prod et être capable de gérer, entre guillemets, de la manière la plus fluide possible, une énorme quantité de données provenant d'une ou plusieurs caméras en même temps. Exactement, et puis surtout, donc, comme on le disait, de pouvoir en post-production récupérer des fichiers hyper rapidement, en écriture et en lecture, donc les lire rapidement, et puis faire son montage le plus simplement, c'est pas le terme, mais en tous les cas le plus fluide possible. Et ces petits disques SSD qu'on met dans ce boîtier transport, en fait, on les considère comme des
cartes mémoire ou comme des disques de travail ou comme des disques de transfert? C'est pas hyper clair du coup. Alors, en fait, si tu regardes ce qui est marqué dessus, l'appellation, c'est projet. C'est-à-dire qu'une carte, enfin, ce SSD correspond à un projet. Donc, ça pourrait être très bien, ce que dit Darak, c'est tu as 4 caméras, tu es sur le projet d'une prise de vue d'un concert à Bercy, tu as 4 caméras donc, avec ces 4 lecteurs, tu récupères ça et c'est le projet de la caméra 1, de la caméra 2, de la caméra 3. Après, est-ce que c'est considéré comme une carte ou comme... Tu sais, tu pourrais très bien utiliser ce produit-là pour faire de la sauvegarde de tes images chez toi. C'est-à-dire que tu aurais... 4 Tera, c'est la capacité maximale à l'heure actuelle dans ce format-là Oui, pour le exactement. ProBlade. Et donc, si j'ai bien compris, il y a une station De travail. une sorte de gros lecteur de carte C'est mémoire. ça, en fait, quoi, c'est la en station gros, de travail. qu'on vient brancher sur son ordinateur Exactement. de dérochage ou de post-production et qui a Exact. donc 4 baies. Exactement. Et tu mets en fait tes lecteurs à l'intérieur. Enfin, tes lecteurs, c'est des lecteurs. Tu mets tes barrettes que tu as récupérées du ProBlade Transport et tu peux commencer à faire ton montage. Donc, on peut donc travailler en simultané sur 16 téraoctets de données. Tout à fait. En plus rapide, parce qu'avec ce lecteur-là, c'est plus rapide encore qu'avec le lecteur transport. 3000 mégaoctets par seconde. Tu peux me redire combien de téraoctets on peut gérer en simultané avec le ProBlade Station? Alors, je fais ça de tête, mais c'est 16. 16 téraoctets. Ok. Du coup, toi, Benjamin, quand tu es sur le terrain et que tu fais tes sauvegardes partielles, quel type de disque externe tu utilises? Depuis quelques années, je suis passé au SSD, comme beaucoup de gens, parce que c'est plus petit, c'est plus compact. Au début, j'avais peu peur parce que je sais pas pourquoi, mais il me semblait que le SSD est plus fragile que le HDD. Et au final, je m'y suis fait. Mais comme je l'ai déjà dit, j'en prends minimum 2, parfois 3, vu qu'ils sont plus compacts aussi, T'as de toujours peur ton- de les perdre, etc. Donc j'ai toujours un ordi, quoi qu'il arrive, pas faire ce de tablette, transfert-là. pour faire au moins ces transferts-là. Et je me fie pas à des ordis autres que le mien pour faire ça. Ouais. À une époque, il existait un produit qui a complètement disparu, qui était fabuleux, alors qui était sous-exploité à ce moment-là. C'était Epson qui le faisait. C'était un déchargeur de cartes avec un petit écran de contrôle qui permettait donc sur le terrain de se passer d'un ordinateur. C'était génial. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi ça n'a pas suivi les évolutions, ce produit-là? Alors, très simplement, l'arrivée des ordinateurs, les tout petits ordinateurs qui sont sortis, les IPC, là, les IPC à 109 à euros, 300, à même pas, 300 à 109 euros, alors que ce produit Epson coûtait 300. Oui, et puis les MacBook Air aussi. Et les Enfin, MacBook tout Air, ce qui a rendu la photographie nomade plus facile à mettre en œuvre, en fait, tout simplement. Et puis, côté convivial, parce que c'était très bien, ça, pour décharger les cartes. Pour faire du tri, etc., c'était pas Ah non, parce que ergonomie terrible. l'arborescence, Donc, c'était dramatique. or, ouais. l'intérêt d'un premier editing, on l'a dit aussi, c'est de pouvoir éliminer parfois. Mais tu sais que dans le même esprit, puisqu'on parle de SanDisk, qui est donc fait partie de Western Digital avait sorti un disque dur avec un lecteur de carte intégré. Donc tu mettais ta carte dans le disque dur. Il était Wi-Fi, le disque dur. Donc tu récupérais les informations avec ton téléphone. Donc tu voyais ce que tu mettais à l'intérieur de ton ordinateur et tu pouvais décharger tes images. Alors les trier, je suis d'accord avec toi Benjamin, c'était le même bins parce qu'avec ton téléphone, c'était quand même pas facile. Mais en tous les cas, tu arrivais sur le terrain, tu mettais cette carte dans ton Ouais, lecteur. mais tu avais besoin d'un ordinateur quand même Non, pour piloter tout ça. non, ton C'est téléphone. un disque Wi-Fi, en fait. C'est ton téléphone. C'est grâce à ton téléphone que tu disais, tu prends ce qu'il y a dans ma carte et tu le mets sur le disque dur, dans tel dossier. Et tout ça nous amène naturellement à la notion de transfert de fichiers et au fameux lecteur de carte mémoire. Baptiste, je me tourne vers toi. Comment, toi, est-ce que tu fais pour transférer tes fichiers depuis tes cartes sur ton ordinateur et mécaniquement sur tes disques durs de travail et de sauvegarde? Moi, alors il y a deux choses encore une fois. Quand je suis à la maison, j'ai le lecteur direct sur Mac de la carte SD, donc ça qui est bien pratique. Il est rapide celui-là ou c'est un modèle bas de gamme? Il est assez rapide, tu as le temps de te faire couler un café, mais... Quand même. mais il est quand même assez rapide, en tout cas pour moi, l'utilisation que j'en ai. C'est toujours pareil, ça reste des photos, donc ça ne demande pas beaucoup non plus de flux. Donc ça, c'est le plus courant, disons, quand je suis sur Paris ou quand je suis sur des projets pro sur Paris.
Et après, en voyage, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je transfère, alors c'est un peu atypique comme transfert, je transfère mes images sur iPad via un lecteur de cartes, toujours Apple, qui est assez bien fait aussi, qui prend pas de place, c'est la taille d'un gros stabilo, quoi. Et puis après, je retransfère dans l'autre sens vers les petits SanDisk et SSD qui se branchent aussi sur iPad. Ça, c'est une grande chance. Et ça me permet de faire ma petite sauvegarde. Ouais, mais finalement, du coup, cette vitesse de lecture et la rapidité du lecteur de carte mémoire est fondamentale, parce que dans tout ce que vous me racontez, on multiplie les temps par 2 à chaque fois, puisqu'on doit transférer de la carte au disque dur de l'ordinateur et du disque dur de l'ordinateur au disque dur portable. On est d'accord qu'on ne va jamais de la carte au disque dur portable en une seule fois. Tu pourrais le faire en parallèle. Bien sûr que si. Mais c'est avec un hub USB, tu peux tout à fait faire ça. En fait, Alors, moi, c'est ce que je fais. Voilà, c'est à ça. On a essayé avec Baptiste. C'est quand même lent. Hein. Bah, on perd en vitesse, ouais. Parce qu'en fait, parce que je pense que ça passe quand même par l'ordinateur. Et tu lui mets 2, et effectivement, tu fais une espèce de transfert. Même si tu laisses rien sur l'iPad, ça reste quand même assez lent. Pour revenir à ça, et revenir à SanDisk, si tu mets un lecteur de cartes sur un téléphone, sur un iPad, tu as une application qui s'appelle Memory Zone, qui est une application SanDisk. Et cette application te permet de gérer des dossiers et de récupérer tes fichiers comme tu veux dans ton iPad ou dans ton téléphone. Donc, elle est super bien faite. Et tu sais la capacité de ta carte, tu sais exactement où sont tes dossiers. Donc, tu peux déjà bien bosser. Et ce que fait Baptiste, c'est pas bête dans la mesure où ça te permet de gagner un peu de temps sur le fait d'arriver chez toi et de commencer à bosser. Puis partager aussi un peu tes images avec tes potes. C'est toujours sympa quand tu es en voyage avec des copains. C'est-à-dire que ça permet de montrer un peu ta journée finalement. Et c'est des moments sympas, je trouve, le soir. Surtout des fois quand on est en voyage, on n'a pas forcément grand-chose à faire le soir. Je sais pas, je me rappelle de voyages en Irlande ou en Écosse où le soir on est un peu chez l'habitant. Bah voilà, on n'a pas la télé, on discute autour des photos, c'est sympa, quoi. Oui, puis c'est la grosse limite des appareils photo de ne pas pouvoir partager la plupart du temps de manière aisée. Donc le faire comme ça, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis pendant un temps de transfert, tu partages des images. Bien sûr. Hein. C'est très sympa. Bon. Et en termes de lecteur de carte mémoire, du coup, qu'est-ce qu'on trouve chez SanDisk? Moi, là, quand on parle de lecteur de carte mémoire, j'ai un vague souvenir d'un modèle AMA bleu transparent, multicarte, qui ne coûtait pas grand-chose. 21 cartes, là, un lecteur de 21 cartes. C'est même pas de l'USB-C, c'était en USB, là, le format mini carré. Là. Bon, ça a toujours très bien fonctionné, mais c'était quand même assez lent. Oui, mais tu vois, en fait, c'est ça. En fait, on revient à dire que tout doit être cohérent, c'est-à-dire que les lecteurs doivent être cohérents par rapport aux images que tu as mis dans ta carte et par rapport à la carte. Donc effectivement, tu as 2 types de lecteurs chez SanDisk. On va dire le grand public qui est déjà assez rapide et le pro qui est un produit, alors je parlais tout à l'heure du côté design, qui est un produit tout en aluminium, hyper résistant. Et multicarte là pour le coup. Multicarte, donc c'est compact. Pas tout petit, hein. Non, il n'est pas tout petit. C'est long. Ouais, compact flash, SD et micro SD. Ils ont dans le même format en CF Express. Ils ont fait 4 différents types de lecteurs pour plusieurs types de cartes. Et tout ça peut être mis en fait dans un gros dock. Et tu le rentres en fait à l'intérieur de ce dock-là et tu peux avoir sur ton bureau. Alors ça c'est pour les prods, hein, des gens qui gèrent un staff avec différents formats de cartes. Certains sont SD, certains sont en CF Express, certains en compact flash. Là, le gars qui va faire le montage ou qui va faire l'iconographie, il a un lecteur de toutes les cartes sur le marché. Il y a quand même aussi un truc sur lequel on peut insister, c'est qu'il y a vraiment la différence entre pro et perso. C'est-à-dire que quand on rentre dans du pro, ça nous est arrivé par exemple de mener des projets avec Frédéric pour la promotion de spectacles au Châtelet. Tu finis ta prise de vue, tu rentres chez toi, tu as tout intérêt à ce que la carte se décharge le plus rapidement possible pour derrière exploiter tes images et les rendre le lendemain. Donc ça, c'est vrai que c'est une notion qu'on n'a pas forcément en amateur, entre guillemets, où on a un peu plus de temps, on met la carte, on attend qu'elle se décharge, alors on fait autre chose. Mais en pro, c'est un peu frustrant d'attendre à ne rien faire. Ok, écoutez, je vous propose qu'on conclue quand même sur ces mots, cette première partie sur cette thématique de la sauvegarde. Donc,
On va revenir quand même quelques secondes sur le concours avant de passer au débrief, car à l'occasion donc de cette émission, Sélection Photo Vidéo et SanDisk vous propose de remporter un SanDisk ProBlade Transport SSD de 1 Teraoctet, d'une valeur quand même de 269 €. Et on a parlé longuement avec Sébastien et Baptiste de ce nouveau système ProBlade de SanDisk. Alors, comment ça se passe? C'est comme d'habitude. C'est sur notre compte Instagram. Il faut commencer par suivre, évidemment, les comptes de Faut pas pousser les ISO, de Sélection Photo et de SanDisk Professionnel, et de répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante avec le nouveau ProBlade Station. Jusqu'à combien de téraoctets est-ce qu'il est possible de travailler en simultané? Nous avons évidemment donné la réponse au cours de cette émission. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le ou la lauréate qui sera contacté par DM pour recevoir son cadeau. Vous avez jusqu'au 17 décembre prochain pour participer. Bonne chance à tous. Merci Sébastien, merci Baptiste pour toutes ces explications et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Baptiste Jaya et Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo pour parler des solutions de sauvegarde à la prise de vue. Baptiste, Sébastien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Sébastien. Quel genre d'incidents peuvent survenir sur le terrain qui peuvent mettre en péril les précieux fichiers contenant les photos et les vidéos? Alors, la première chose, ça pourrait être de retirer prématurément la carte mémoire alors que les fichiers ne sont pas encore sur la carte. Tu retires. Là, l'appareil, il n'aime pas du tout ça. Ou l'éteindre. Ouais, La ce retirer que ou j'allais l'éteindre. Tu peux avoir des problèmes d'incompatibilité. C'est ce qui m'est arrivé. Tu mets une carte qui fait 45 mégaoctets par seconde sur un boîtier moderne en 60 millions de pixels et en rafale, et tu t'aperçois que tu as tes JPEG qui sont bien sur la carte et pas les RAW. Enfin, les RAW, ils sont, mais ils sont corrompus. Donc, tu peux rien en faire. Tu peux avoir les contacts métalliques de ta carte qui peuvent, si tu l'as mis dans ton portefeuille avec tes clés et ton argent de poche. C'est des contacts qui sont en or. Si tu les rayes ou si tu casses la petite... Là, je parle pour les cartes SD. La petite séparation qu'il y a entre les contacts, ta carte devient totalement illisible. Alors, je ne te dis pas que ce n'est pas récupérable, mais en tous les cas, ça devient très compliqué. Donc ça, c'est la partie physique de la carte. Une carte qui ne serait pas formatée correctement. Je te parlais tout à l'heure des lecteurs de cartes qui ont rendu complètement inerte un lecteur bas de gamme qui a rendu une carte pro complètement inerte. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui, même après, c'est-à-dire que tu es conscient, tu as tes images, tu es nickel, tu arrives chez toi, tu mets dans un mauvais lecteur, tu n'as plus d'image. Et je rajouterais à ça, et je suis bien placé pour le dire, le fait de mélanger des cartes vides avec des cartes pas vides et d'écraser des fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés et de ne pas s'en rendre compte. Baptiste, quelles sont les caractéristiques principales d'une carte mémoire? En premier lieu, la capacité de stockage. Ça, c'est la notion que tout le monde connaît, mais il y a aussi les notions de vitesse d'écriture, vitesse de lecture. Qui servent à quoi, du coup? Vitesse de lecture, c'est vraiment en accès sur la carte au moment de la prise de vue, ça c'est très important. Et en lecture, c'est quand on rentre à la maison ou après le shooting pour le transfert des images. Et au niveau de la capacité de stockage, ce serait quoi, toi, tes recos? Est-ce qu'il vaut mieux aller taper des 256 gigas ou plutôt être raisonnable, quitte à avoir plusieurs cartes? Moi, j'ai une préférence pour plusieurs petites cartes. Donc, entre 32 et 64 gigas, je trouve que c'est pas mal. Ça couvre globalement une journée, normalement. Et ça permet de changer et de répondre à des problématiques de perte de cartes, de perte de données. On perd finalement un plus petit volume de données. Ok. Sébastien, quels sont les principaux formats de carte mémoire utilisés actuellement sur les hybrides? Alors, sur les hybrides, l'ASD, l'ACF Express, l'AXQD pour les boîtiers qui n'ont pas été mis à jour. Et j'en oublie, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Oui, Bon, il y a c'est toujours de déjà la pas mal. mémoire. Non, Ouais, mais non, ça, la micro SD, on peut toujours trouver. Ah oui, sur certains boîtiers, ça Ah, tourne en c'est- micro SD. en, ouais. C'est rare, en compact, oui, tu as Sur des tous les compacts. smartphones, déjà. Drone aussi. Et Ouais, drone, on en a des pas drones, parlé. mais si tu as des petits compacts, le HX99 chez Sony qui utilise la micro SD, c'est principalement compact. Les drones, les action cam. Ok, Sébastien, pourquoi un tel écart de prix entre une carte entrée de gamme et une carte haut de gamme chez SanDisk à capacité de stockage équivalente? La vitesse. C'est vraiment la vitesse qui fait la vitesse en écriture, en lecture. Et surtout, bien faire attention quand on achète une carte, de bien vérifier que la lecture est à 200 mégaoctets par seconde, mais que l'écriture soit aussi bonne. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure, il y a un piège, tu peux très bien avoir affiché sur la carte mémoire 200 mégas, ok, 200 mégas par seconde, mais en quoi? En lecture ou en écriture? Cherchez les mentions R et W sur Exactement, les cartes. ça c'est très très important. Baptiste, comment on gère au mieux ces cartes mémoire à la prise de vue sur un boîtier qui dispose de 2 slots carte mémoire? Alors, il y a deux choses, Arthur. Il y a la gestion pour moi dans le sac déjà, pour pas se tromper entre carte pleine et carte vide. Et puis au niveau des slots du boîtier, c'est selon chacun. Est-ce qu'on différencie JPEG et RAW? Est-ce qu'on différencie vidéo, photo? Ou on peut faire aussi en miroir. Ça, c'est un peu selon les habitudes de chacun. Moi, je sais que j'ai pas forcément besoin de ces aspects-là, mais c'est utile. On peut peut-être donner un tout petit conseil à nos auditeurs, mais pour pas confondre les cartes, moi j'utilise des petites pastilles de couleurs. Ça marche bien et je fais pareil avec les piles. Parce que quand on tourne, on fait un peu de vidéo avec des micros. Pour distinguer les piles usagées des piles neuves, c'est pas mal, des petits étuis avec des pastilles colorées. Après, c'est des sachets sinon. Enfin, il y a plein de petites Ouais, moi astuces j'ai de des ce genre poches. là. Ouais. Dans mon sac, j'ai des poches avec les cartes mémoire pleines et les cartes mémoire vides. Et Baptiste, lui, parce que là, il parle de ses cartes, mais il m'a montré un truc, c'est qu'il gère aussi, c'est justement comme toi, ses batteries. Les batteries qui sont pleines, les batteries qui sont vides. C'est la même logique. Pour le coup, si on se plante, là, on s'en rend compte tout de suite. Hein. C'est pas faux. Oui, mais alors, t'en rendre compte si t'es en plein milieu d'une action, ça Ouais. fait chier. Ouais. Pour certaines images, c'est vraiment Bon, si dommage. tu dois changer de batterie en plein milieu d'une action, c'est que tu as mal fait ton travail, si je peux me permettre. Oh, la sentence. Moi, ça m'arrive pas, mais. Non, mais Je pars pour d'aucins, ça peut arriver. Non, Ça ça arrive aux peut, ça copains, peut, bien souvent. sûr que ça peut. Surtout avec les hybrides qui sont très énergivores comparés aux réflexes. Baptiste, quelle solution on peut envisager quand on est en voyage ou sur des projets longs en déplacement pour pouvoir réussir à réaliser des backups partiels et transférer les fichiers des cartes mémoire sur un disque dur, un disque externe SSD? Bah, il y a deux possibilités. C'est soit on accepte de traîner l'ordinateur avec nous, mais c'est toujours un compromis, hein, voyager. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention au poids. Donc, c'est toujours compliqué de traîner l'ordinateur. Moi, ma solution, c'est l'iPad. Je trouve que c'est le bon outil en voyage pour à la fois visionner les images, les transférer des cartes au SSD. D'ailleurs, pour rejoindre ce que dit Baptiste, quand on fait certains ateliers, on fait une lecture de portfolio. C'est-à-dire que on se met dans un endroit, il y a un écran, il récupère les cartes mémoire des participants, il la met dans le lecteur, on passe de l'iPad sur le téléviseur et on se retrouve à avoir une lecture de portfolio, tu vois, super confortable. Et ça plaît bien aux gens. Sébastien, pourquoi l'enregistrement sur SSD depuis le boîtier est une solution intéressante pour les vidéastes? Ça leur permet de pouvoir gérer leurs fichiers hyper rapidement, donc les enregistrer hyper rapidement. On parle évidemment de vidéo, mais tu as des formats de fichiers 4K, 6K, 8K qui deviennent de plus en plus volumineux. Donc tu peux avoir un lecteur avec 6 Teraoctets maximum pour pouvoir filmer à l'aise. Tu es le monteur de la vidéo, tu récupères de chaque caméra ces mémoires, tu les mets dans ton lecteur qui lui est un lecteur de bureau sur lequel tu vas pouvoir brancher ton ordi et bosser hyper rapidement. Donc là, c'est le côté confort pour les monteurs, de récupérer donc les 4 volumes de vidéos et de pouvoir faire un montage hyper rapidement. Bon. Et pour terminer, Sébastien, quel budget pour quel usage en SSD externe? Donc dans les SSD externes, tu as, comme on l'a dit tout à l'heure, des gammes complètement différentes. En un 2 Tera qui ferait 800 mégaoctets par seconde, tu es à 184 €. Et effectivement, un 4 Tera
où là, tu seras en Extreme Pro à 2000 mégaoctets par seconde en écriture et en lecture, tu es quand même à 500 €. Alors un peu moins parce que ça, c'est un peu les prix, on va dire publics, mais il y a voilà, mais on est plutôt à 480 € et à 169 pour la partie grand public. Dernière question pour tous les deux. Un seul et unique conseil à donner à nos auditeurs au niveau de la sauvegarde sur le terrain. Baptiste. Être rigoureux. Sébastien. Décharger régulièrement ses cartes. Allez, merci beaucoup. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Première question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Rofoto64. Quelle solution pour faire de la sauvegarde terrain sans passer par un ordinateur ? Lecteur de cartes, branché sur un iPad, comme on l'a dit tout à l'heure, ou un téléphone. Tu sauvegardes ce que tu peux, parce qu'effectivement, la mémoire de ton téléphone n'est pas forcément hyper grande, donc voilà, mais ça peut être un bon système. C'est marrant, on n'a pas du tout évoqué le fait qu'on peut le faire directement depuis son appareil, quoi. Non, c'est vrai, on l'a pas fait, et tu as raison, on peut très bien aussi ne pas passer par un lecteur, faire un transfert directement par Wi-Fi sur son téléphone. Encore une fois, il faut avoir une carte SanDisk dans son téléphone pour pouvoir le faire. À une époque, sur les boîtiers qui étaient non Wi-Fi, il y avait une marque qui avait développé des cartes SD Wi-Fi. Ça s'appelait Hi-Fi. Exactement. Technologiquement, c'était Toshiba avait fait la même chose aussi. C'était assez costaud comme truc. Ok, deuxième question pour toi, Baptiste, qui nous vient de Photographie Célia. Est-ce qu'il vaut mieux brancher son appareil à son ordinateur pour extraire les photos ou retirer la carte pour la mettre dans un lecteur externe ? Bon, déjà, je passe le bonjour à Cécilia parce qu'on la connaît bien. Moi, je préfère retirer la carte, personnellement. En termes de vitesse, c'est la même chose qu'on branche en USB-C son boîtier sur l'ordi ou qu'on passe par un lecteur de carte externe ? En fait, quand tu branches ton appareil photo sur un ordinateur et que tu n'as pas cette possibilité de dire que c'est un disque dur, l'ordinateur prend ça comme un périphérique et non pas comme un disque dur. Le fait que ce soit un périphérique, tu as tout un dialogue qui se met en place entre l'appareil et ton ordinateur et ça le rend plus lent. Donc effectivement, sauf si tu peux me dire cet appareil n'est plus un appareil mais un disque dur, dans ces cas-là, tu as une rapidité, mais tu as la rapidité de ton appareil. Alors que si tu sors la carte et que tu la mets dans un lecteur de carte, tu as une carte qui est rapide, tu la mets dans un lecteur de carte rapide, ça sera plus rapide que si tu passais par ton appareil. Ok, chef. Troisième question qui nous vient de Jean-Marc pour toi, Sébastien. Comment formater ces cartes et quel format utiliser ? Alors, il n'y a pas de format particulier, parce que là, on n'est pas sur un format de carte que tu vas formater pour ton ordinateur, soit en FAT32, soit en NTFS. Là, tu prends ta carte, tu la mets dans ton boîtier, et tu formates la carte avec ton boîtier. Et là, tu es assuré d'avoir une carte nickel. Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux formater sur l'ordinateur une fois que tu as déchargé ? Parce que, tu vois, si tu as énormément de données à gérer, tu te retrouves avec une carte qui est dans le tas possible à reformater. Tu la mets dans ton appareil, tu vois qu'il y a des photos dessus, tu sais plus, machin. Bon, bref, c'est... T'es vraiment bordélique, Arthur. Moi, je trouve que ça permet d'avoir conscience des choses, justement. De distinguer vraiment ordinateur et appareil photo. C'est-à-dire à partir du moment où tu la remets dans l'appareil photo, tu sais que tu as transféré tes images et tu peux la formater. All right. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Étienne. Pour toi, Baptiste, à quand une sauvegarde dans le cloud automatique depuis son appareil photo numérique ? C'est vrai que c'est une question. Moi, je ne l'utilise pas vraiment. Le cloud, c'est plus une sauvegarde, une archive pour moi. Donc l'intérêt de passer directement mes images de l'appareil au cloud, à part à la limite pour travailler en équipe, ça peut être intéressant. On fait un reportage terrain et les images sont directement récupérées par quelqu'un pour les traiter, ça ok. Mais sinon, je passe toujours d'abord par l'ordinateur pour faire un premier trim.
Alors, j'ajouterais juste un truc. Je vois pas à quoi ça peut servir. Parce qu'en fait, De faire disparaître les cartes mémoire, une bonne fois pour toutes. Ah, oui, mais c'est sauf que dangereux. pendant que tu transfères, tu fais pas de photos. Donc, tu as Pourquoi un appareil photo. Tu pourrais. Alors là, au niveau... Nikon avait sorti à une époque, il me semble, un compact 5G. Enfin, 5G. Dans lequel on pouvait mettre Oui, une carte SIM mais pendant que qui tu le rendait donc connecté en permanence. Je suis d'accord avec toi, mais Samsung aussi. Oui. Mais bon, ouais, je vois pas l'intérêt non plus. moi non plus. Sincèrement, en fait, pourquoi pas, hein, t'es à l'autre bout de la Terre, t'as rien, t'as ton boîtier, t'as une connexion 5G, t'envoies tes images sur le cloud, c'est super rassurant. Tu sais qu'elles sont dans le cloud. Après, c'est peut-être le seul moment où ça peut être utile. Oui, mais sachant que. Enfin bon, bref, non, on va sur d'autres débats, mais un des avantages du voyage ou des luxes du voyage, il y a parfois la déconnexion. Moi, l'idée de me retrouver connecté en 5G pour connecter des photos, Au secours, je dis non. pareil. 5e question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Aurore. Quelle est la durée de vie d'une carte mémoire, le nombre de formatages qu'elle peut encaisser? Alors là, en fait, personne parle de ça. Alors, c'est pas à vie. Une Est-ce que carte c'est un mémoire. sujet tabou ou parce que la question n'a pas beaucoup de sens? Ah si, la question elle a du sens, hein. Une carte mémoire n'est pas une carte mémoire à vie. Il y a un nombre d'écritures possibles sur une carte mémoire jusqu'à un moment où elle va plus fonctionner. Beaucoup de marques, et je crois sans me tromper, que SanDisk parle d'une dizaine d'années. Les cartes sont garanties à vie chez Sony, même si le terme garantie à vie n'est pas bon en Europe, puisqu'on ne peut pas garantir à vie en Europe, mais globalement, il y a un nombre d'enregistrements. Par contre, te dire combien, j'en sais rien. Allez, on conclut là-dessus. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Sébastien, Baptiste, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vos actualités du moment, Baptiste, pour commencer? Moi, ça va être préparer l'année 2024 avec Frédéric, qu'on a évoqué en début d'émission. Ouais. C'est Go Jungle. Ouais, c'est l'actualité autour des ateliers. D'abord pérenniser tout ce qu'on a construit et puis maintenant trouver des nouveaux lieux pour satisfaire tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc ça va être aussi un travail avec Sébastien et puis un travail avec des mots et des arts. J'en profite pour en parler et les saluer aussi. C'est une équipe avec qui on bosse autour de ces événements-là. Voilà, je ferai un petit coucou. Merci d'être venu en tout cas, Baptiste. Merci à vous. Ok. Sébastien, l'actualité de sélection photo-vidéo sur cette fin d'année? Alors l'actualité, c'est que déjà on est ouvert tous les samedis du mois de décembre. Donc le prochain, le 16 et le 23 décembre, on est ouvert pour accueillir nos clients qui, effectivement, dans la semaine ne peuvent pas venir et leur donner tous les conseils pour commencer la photo pour certains, pour continuer la photo pour d'autres, pour s'améliorer, enfin ce qu'on fait habituellement tout le reste de l'année. Bon, bah écoute, c'est parfait. Sébastien, on se donne rendez-vous début 2024 pour la partie 2 de cette émission Avec grand plaisir. sur la sauvegarde. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Voilà pour cette émission spéciale SanDisk autour des solutions de sauvegarde à la prise de vue. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la dernière émission de la 7e saison du podcast avec un magnifique Au coin du feu et le photographe Sacha Goldberger. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.